Bonjour à tous, merci d'être là. Donc aujourd'hui, on fait un webinaire sur la gestion du stress. On va découvrir des astuces pour le gérer au quotidien, notamment en tant qu'aidant. Nous allons accueillir Christelle Van de Bol, Justine Chabreau du Gérontopole Pays de la Loire et moi-même, je suis Jocelyne Guillon, la directrice du Magogie. Donc rapidement, les tutonomies, comme vous le savez, c'est une web série qui est disponible sur YouTube gratuitement pour soutenir les aidants auprès d'un proche en perte d'autonomie. Et ce projet est réalisé depuis 2019 avec des experts du médico-social et c'est soutenu par Malakoff Humanis pour la partie des tutoriels. Et puis depuis 2021, on fait des webinaires mensuels pour ouvrir un espace d'échange et traiter d'autres sujets sur le bien vieillir. C'est soutenu par la CARSAT Pays de la Loire et c'est toujours avec l'expertise des professionnels et du Gérontopole Pays de la Loire. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce webinaire qui va nous permettre en effet d'échanger autour du stress. Vous l'aurez compris, l'objectif de celui-ci, c'est de vous fournir des éléments clés à la fois pour vous aider à comprendre les mécanismes biologiques du stress, mais aussi pouvoir identifier ces signes et ces facteurs. Et surtout, l'idée à la suite de ce webinaire, c'est de vous inviter à pratiquer via des outils pratiques comment mieux réguler votre stress au quotidien. C'est vraiment l'objectif. Et pour aborder tous ces points, on a l'opportunité, et c'est toujours une joie, de retrouver Christelle Vandable à nos côtés. Christelle, vous êtes directrice du Centre de gestion du stress de Loire-Atlantique et experte prévention santé en régulation de stress notamment. Et c'est avec beaucoup d'attention que nous vous écoutons. Merci Jocelyne, merci Justine. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre webinaire consacré à la régulation du stress. Notre objectif aujourd'hui va être d'identifier les facteurs de stress lorsqu'on est aidant, professionnel ou non. Et c'est là le plus important, de découvrir ensemble des outils et des stratégies concrètes, faciles à mettre en œuvre pour justement apprendre à réguler ce stress dans votre quotidien. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de partager un petit message pour vous qui nous écoutez. Quand on est aidant, le fait de prendre soin de soi, ce n'est jamais égoïste. Je sais qu'on peut le penser, mais c'est important de savoir que c'est quelque chose qui est un préambule indispensable pour que vous puissiez accomplir votre mission d'aidant le mieux possible. J'aime bien utiliser cette image et j'aimerais que vous la reteniez peut-être qu'on retrouve dans les avions, vous savez, ces flyers où on voit cette maman qui met son masque à oxygène avant de le mettre sur celui de son enfant. Eh bien, en fait, dans le fait d'être aidant, c'est un peu la même chose. C'est comment je prends soin de moi d'abord pour pouvoir mieux prendre soin des autres. Donc voilà, j'espère que vous retiendrez cette petite image et que vous pourrez vous l'appliquer à vous-même. Alors, Justine le disait, donc moi je dirige le centre de gestion du stress de Loire-Atlantique et je fais partie de cette belle entreprise des centres de gestion du stress. Nous sommes présents sur plus de 20 départements en France et nous sommes une équipe d'experts en prévention santé et en régulation du stress. Et nous proposons aux entreprises et aux différentes institutions en France des actions de prévention autour de la santé et de la régulation du stress. Et ces actions prennent la forme d'ateliers pédagogiques, de formations, de conférences, mais aussi de webinaires comme celui que j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui pour Humagogie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce webinaire? Alors déjà, on va comprendre ensemble ce qu'est ce mécanisme biologique du stress. Le stress est effectivement un sujet assez à la mode. On parle de stress pour décrire beaucoup de choses, mais peu d'entre nous savent réellement qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on est stressé. Donc, on va essayer de comprendre ça d'abord. Ensuite, on va regarder les signes qui doivent nous alerter pour nous dire peut-être que je suis un petit peu stressée en ce moment, ce qui nous permettra ensuite de détecter quelles sont les sources de stress, qu'est-ce qui déclenche ce mécanisme-là. Et en filigrane de notre webinaire, on va découvrir, et Justine le disait, des outils et des stratégies très simples et très concrètes pour que vous puissiez réguler votre stress dans votre quotidien.
Alors, qu'est-ce que c'est que ce mécanisme biologique du stress? Alors, ce qui est assez intéressant quand on pose la question au grand public sur quel mot évoque le stress pour vous, vous voyez apparaître à votre écran un nuage de mots que j'ai eu l'occasion de constituer en posant cette question-là. Et vous voyez apparaître des mots comme fatigue, anxiété, de l'angoisse, du mal-être, ce qui correspond plutôt à ce qu'on appelle des signes de stress. Et puis d'autres mots comme le travail, la charge mentale, mon manager aussi parfois. Et donc ça correspond plus à ce qu'on peut appeler les facteurs de stress, les sources de stress. Mais ce qui ressort quand même clairement de ces mots qui s'affichent ici, c'est que le stress est vécu comme quelque chose de désagréable, voire de négatif. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas bon, quoi, quelque part. Et je vais peut-être vous bousculer un petit peu dans ce webinaire parce que je vais essayer de vous faire changer d'avis sur le stress et de vous dire que le stress, c'est quelque chose de fantastique. C'est un mécanisme que nous avons dans notre corps depuis que l'homme est homme et qui nous a permis, nous, en tant qu'espèce humaine, de survivre et d'être capable d'être là aujourd'hui pour pouvoir parler de stress. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est stressé? C'est bien ça la question. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce stress, c'est un mécanisme biologique qui est là pour assurer notre survie. Et comment ça marche? Ça part d'abord par le cerveau. Parce que notre cerveau, avant de vous amener conduire votre voiture, travailler, vous occuper des autres, son travail principal, c'est de détecter les menaces et les dangers de votre environnement. Tout ça pourquoi? Pour assurer votre survie. Et donc ça, il le fait avant toute chose, avant même de vous permettre de remplir des feuilles d'impôt, de faire des remboursements de mutuelles, enfin que sais-je. C'est vraiment son travail principal, c'est de détecter ça, détecter les dangers dans l'environnement, alors environnement externe, que ce soit toutes les pressions qu'on vit dans notre quotidien, mais aussi interne, quand on a des bactéries, des virus. Donc son travail à notre cerveau, c'est de détecter ça et de mettre en place tout un mécanisme hormonal et biologique pour justement faire face à toutes ces difficultés. Alors, évidemment, c'est un peu schématisé et c'est beaucoup plus complexe que ça, mais vous voyez apparaître votre écran, je dirais en résumé ce qui se passe dans notre corps quand on est stressé. Donc, vous avez le cerveau et le système nerveux autonome, c'est donc cette ramification de nerfs qui part de la tête jusqu'aux pieds en passant par tous les organes qui détectent une menace. Alors on verra ensuite quelles sont ces menaces. Et elle lance par le biais des glandes surrénales. Les glandes surrénales, c'est des glandes qui sont situées juste au-dessus des reins, d'où leur nom. Et donc ces glandes lancent la production des hormones de stress. Alors vous en avez sans doute déjà entendu parler, la première étant l'adrénaline. C'est cette hormone qui nous permet de réagir très vite face à un danger. Typiquement, c'est ce qui nous permet de reculer très rapidement lorsqu'une voiture arrive très très vite sur la route alors que vous alliez traverser. Et donc, ça vous permet de réagir très vite. C'est ça, l'adrénaline. Et puis, la deuxième hormone du stress, c'est le cortisol qui nous permet de tenir dans la durée lorsque les facteurs de stress, je dirais, perdurent dans le temps. Donc ça, c'est les hormones de stress. Et puis, en même temps, il se passe des choses au niveau de nos organes. Et le principal organe concerné, c'est notre cœur. Donc, quand on est stressé, le cœur bat beaucoup plus vite pour pouvoir apporter plus de sang dans le corps, dans les muscles, dans les organes. Vous avez la pression sanguine qui s'accélère. Vous avez aussi et surtout les poumons qui respirent plus vite. Je pense que quand vous avez été stressé, si ça vous est arrivé, vous avez pu sentir que voilà, vous respiriez plus vite, l'objectif étant d'apporter plus d'oxygène dans le corps. Vous avez aussi le foie qui fabrique du glucose. Et le glucose, c'est quoi? C'est du sucre pour avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir faire face aux dangers de la vie. Et puis, vous avez aussi, et c'est là, je trouve ça toujours intéressant de comprendre ça, la digestion qui se ralentit. Parce que quand on est face à un danger, une menace, c'est pas du tout le moment de digérer. Et ça explique souvent pourquoi on a un peu mal au ventre quand on est stressé. Et puis, en parallèle de ça, on a évidemment les muscles qui se tendent pour pouvoir faire face à l'adversité. Vous avez la vision qui se rétrécit. Alors, historiquement, hein, dans ce mécanisme qui date de l'homme de Néandertal, c'était pour mieux voir le mammouth apparaître. Alors, bon, aujourd'hui, il n'y a plus trop de mammouths, mais le mécanisme existe encore de la même façon. Et puis, vous avez aussi la transpiration qui augmente pour pouvoir réguler
les flux de chaleur dans le corps, parce que tout ce mécanisme, évidemment, vous le comprendrez, ça crée de l'énergie, et donc il faut réguler tout ça. Donc ce mécanisme-là, encore une fois schématisé, il se met en place alors même que vous n'en avez pas conscience. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que bah, ça se déroule, le cœur se met à battre plus vite, les poumons, etc. Et c'est pas vous qui l'avez décidé, c'est votre cerveau, votre système nerveux autonome qui le fait pour pouvoir vous protéger. Donc encore une fois, le stress, ce n'est pas l'ennemi, c'est l'arme grâce auquel vous allez pouvoir combattre l'adversité de votre vie quotidienne. Donc c'est pour ça que j'essaye un petit peu de vous faire changer d'avis sur le stress en vous disant que c'est fantastique parce que ça marche tout seul et que c'est là pour nous permettre de survivre. Donc ce que je disais, c'est que ce mécanisme-là, ça nous crée de l'énergie pour pouvoir adopter les deux comportements indispensables pour notre survie, donc soit le combat. Historiquement, si le mammouth il n'était pas trop gros, bah, je le combattais et puis je le mangeais, je survivais. Soit la fuite, si bah, là cette fois-ci le mammouth est beaucoup trop gros et que donc il vaut mieux que je retourne dans ma grotte en attendant qu'il y en ait un moins gros qui se présente. Donc voilà, c'est aujourd'hui ces deux comportements existent encore, même si des mammouths il n'y en a plus. C'est soit je me bats contre l'adversité, soit je fuis. Et puis il y a un troisième comportement qu'on appelle le figement ou l'inhibition, où là on se retrouve face à, je dirais, un événement, un stresseur, une situation stressante qui est beaucoup trop difficile. Donc dans ce cas-là, je ne bouge plus. On fait le mort, quoi, quelque part. Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi chez les animaux. Et j'aime bien citer cet exemple-là de la souris. Quand elle se fait attraper par le chat, généralement la souris ne bouge plus, elle fait la morte, parce que une souris qui bouge plus est beaucoup moins intéressante pour le chat, et donc généralement il la laisse partir et hop, elle s'en va au courant. Donc ça vient un peu de là, hein, c'est quelque chose de très primaire, et donc voilà, vous avez les comportements qui découlent de ce mécanisme de stress. Alors, ce qui est intéressant de savoir également, c'est que le stress, c'est indispensable pour pouvoir vivre, pour pouvoir se réveiller le matin, être motivé, apprendre, décider, performer. Et donc, on a tous besoin de stress. Donc, le stress, c'est indispensable. Et on a, vous voyez, cette courbe ici en U inversée, ce qu'on appelle la courbe de stress. Donc, quand on n'a pas assez de stress, on n'arrive pas à se motiver le matin pour faire tout ce qu'on a à faire. Et on a tous une zone de stress optimale, une zone de performance qui malheureusement est un peu différente d'une personne à une autre parce qu'on a tous je dirais une zone de résilience un petit peu variable qui dépend de notre éducation, de notre expérience, de notre capacité à gérer ce stress-là. Et en fait, le mécanisme du stress, il a vocation à s'autoréguler. C'est-à-dire qu'on fait face à des stresseurs et ce stresseur, normalement, au bout d'un moment, il s'arrête. Et quand il s'arrête, le mécanisme du stress, les hormones, le cœur qui s'accélère, etc., ben, ça s'arrête aussi, ça s'autorégule. Et donc, nous, on est capable de faire face à ça. Notre corps est capable d'absorber ça. La difficulté dans nos vies modernes, c'est que nos stresseurs, ils n'ont pas vraiment tendance à être espacés les uns des autres. Ils ont plutôt tendance à s'accumuler les uns aux autres. Et la difficulté, c'est que notre mécanisme, donc ce cœur qui s'emballe, ces poumons qui s'accélèrent, ces hormones de stress, eh bien, quand elles sont produites en permanence, c'est un peu comme si j'étais sur l'accélérateur en permanence, eh bien, ça abîme notre corps, ça abîme notre cerveau et ça nous fait passer de l'autre côté hein, de cette courbe dans une phase de fatigue, d'épuisement, de désorganisation, voire de burn-out. Je pense que certains d'entre vous connaissent également ce concept. Donc, ce qu'on va faire, nous, dans ce webinaire, maintenant que vous avez compris ce qui se passait dans votre corps quand vous étiez stressé, c'est comment essayer de ne pas passer de l'autre côté de la barre de cette courbe, de ne pas passer vers l'épuisement. Alors, comment on fait ça? La première chose à faire, et c'est le premier conseil que je vous donne, c'est d'écouter les signes de stress, c'est d'écouter ce qui se passe, qui nous doivent nous alerter pour nous dire je suis peut-être un peu stressé maintenant. Parce que ces signes de stress sont des messagers. Je sais que dans notre vie moderne, avec cette culture de la performance, de tout voir, de tout faire plus vite, en moins de temps, avec moins de moyens,
on a tendance à ne pas écouter ces signes-là, à les mettre, si je peux le dire comme ça, un petit peu sous le tapis, alors que ils nous rattrapent malgré nous. Donc, je vous invite à être vraiment à l'écoute dans l'accueil de ce qui se passe à 3 niveaux. Le premier, au niveau de votre corps. Le corps est un messager par excellence. Le deuxième, c'est au niveau de votre cognition. La cognition, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de notre cerveau à bien fonctionner. Et puis, le troisième point qu'il faut écouter, ce sont nos émotions, qui sont également des très, très grands messagers, et le comportement qui découle de ces émotions. Alors, je vous ai mis ici une liste évidemment non exhaustive des signes de stress qui doivent vous alerter. L'idée, c'est que peut-être vous vous reconnaissiez dans certains d'entre eux. Au niveau corporel, eh bien, évidemment, quand vous avez compris ce que je vous ai expliqué sur le mécanisme de stress, bah, ça découle de tout ce qui se passe dans notre corps. Donc, les tensions au niveau des cervicales, des épaules. Vous avez vu tout à l'heure que les muscles se tendent quand le mécanisme de stress s'enclenche. Ça peut aussi être des troubles du sommeil, parce que ce petit hamster qui nous rappelle tout ce qu'on a à faire, il a cette fâcheuse tendance à tourner dans sa cage et à nous empêcher de nous endormir, voire à nous réveiller entre 2 cycles de sommeil. Donc ça, quand on commence à moins bien dormir, c'est des signes hein, que le mécanisme de stress a dû s'activer. Quand on sent que notre cœur bat plus vite chaque jour, que je peux transpirer, expérimenter des rougeurs, quand j'ai aussi des troubles de la digestion, rappelez-vous tout à l'heure, quand on est stressé, la digestion se ralentit parce que face à un danger, c'est pas le moment de digérer, toute l'énergie doit être concentrée ailleurs. Donc ça, c'est des messagers du corps quand ils deviennent un petit peu récurrents, qu'il est nécessaire d'écouter. Vous avez aussi, au niveau de la cognition, je le disais, la capacité de notre cerveau à bien fonctionner. Alors là, je vais vous expliquer quelque chose. Il se trouve que quand on est face à un stress chronique, c'est-à-dire un stress qui s'installe un petit peu dans le temps, il y a une zone ici, à l'avant du cerveau, qui s'appelle le cortex préfrontal. Bon, vous n'avez pas forcément besoin de vous en souvenir, mais sachez que cette zone-là du cerveau, à l'avant, c'est une zone qui nous permet de mémoriser, de réfléchir, de hiérarchiser, de réguler nos émotions. Et quand on est face à trop de stress trop longtemps, cette zone-là, elle se déconnecte du reste du cerveau. Et c'est ce qui explique qu'on peut perdre la mémoire, par exemple, quand on commence à être stressé. J'oublie mes clés, j'oublie mon téléphone. Quand je vais à la pharmacie pour aller chercher les médicaments de la personne que j'aide, bah, bizarrement, j'ai pas pris la bonne ordonnance. Vous voyez ce genre de choses-là. J'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à hiérarchiser, à me dire par quoi je commence aujourd'hui, à prendre des décisions, tout me paraît assez compliqué. C'est comme si mon cerveau était déconnecté, mais c'est pas comme si, c'est vraiment le cas. Mon cerveau est déconnecté de cette zone-là quand je suis en stress chronique. Donc ça, c'est quelque chose qui doit vous alerter. Le troisième point, je l'évoquais, c'est les émotions, qui sont des messagers aussi qu'il faut savoir écouter. Et donc, quand je me sens plus irritable que d'habitude, plus émotif, cette zone-là du cortex, je l'évoquais tout à l'heure, c'est la zone qui permet de réguler les émotions. Et donc, quand on est déconnecté, ben, on régule un peu moins tout ça. Donc, quand vous sentez ces émotions qui sont, je dirais, pour la plupart des cas désagréables, je suis irritable, je suis émotif, j'ai l'impression que je suis débordée, je perds confiance, j'y arrive plus, je procrastine. Tout ça, c'est des choses qui doivent vous alerter sur le fait que votre mécanisme biologique du stress s'est mis en route. Alors, petite technique assez simple, vous pouvez tout à fait tenir un journal dans la semaine pour pouvoir être dans l'accueil de ces émotions et donc de noter simplement chaque jour bah, qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps, qu'est-ce qui s'est passé dans mon cerveau, est-ce que j'ai oublié des choses, est-ce que j'ai eu du mal à décider, est-ce que émotionnellement c'était un petit peu désagréable, compliqué, et donc de faire une petite semaine de notation comme ça pour pouvoir être dans l'accueil de ces signes de stress. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir se concentrer sur bah, qu'est-ce qui me stresse, qu'est-ce qui produit ça. Je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, en préambule, il y a différents types de stresseurs aujourd'hui dans nos mondes modernes. Vous avez ce qu'on appelle des stresseurs absolus, qui sont des stresseurs réels pour tout le monde. Ça peut être un feu qui se déclenche chez moi, un accident grave de voiture, des agressions physiques. J'ai envie de dire, là, pour ces stresseurs-là, il n'y a pas tellement de débat.
et pratiquement systématiquement, vous avez le mécanisme de stress et donc de survie qui se met en place. Il y a d'autres types de facteurs de stress qu'on appelle des facteurs de stress relatifs. Relatifs. Pourquoi? Parce qu'ils dépendent de notre perception des situations. Et donc là, c'est relatif parce que ça dépend, ça varie d'une personne à une autre. Et donc, c'est en lien avec ce que l'on peut vivre tous les jours, notre charge de travail, nos responsabilités, notre charge mentale, par exemple. Et ce qui est assez intéressant de voir, c'est que ce mécanisme du stress que j'ai expliqué, donc le cœur qui s'accélère, les poumons, etc., qui date de l'origine de l'homme, fonctionne aujourd'hui de la même façon que l'on soit face à un incendie, une bête dangereuse ou à une réunion qui nous stresse. Et ça, c'est quand même assez incroyable parce que l'homme a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on va sur la Lune, on a construit des avions, etc. Mais notre mécanisme du stress fonctionne exactement de la même façon qu'à l'époque des mammouths, aujourd'hui, face à une réunion stressante ou à trop de choses à faire pour s'occuper des personnes en perte de mobilité, de notre famille, de notre conjoint, enfin tout ça. Donc voilà, c'est intéressant de se dire ça. J'espère qu'un jour, notre système va évoluer, peut-être avec l'IA, sait-on jamais, peut-être qu'on va pouvoir évoluer là-dessus. En tout cas, en attendant, l'idée, c'est d'essayer nous-mêmes d'avoir ces outils et ces techniques pour pouvoir réguler, en tout cas apaiser cette réaction de stress biologique. Alors, vous voyez ici apparaître à votre écran différents exemples de facteurs de stress de l'aidant. C'est évidemment pas une liste exhaustive. L'idée, c'est peut-être que vous vous reconnaissiez dans certaines d'entre elles pour pouvoir mettre des mots dessus, hein, puisque c'est un peu ça l'idée de ce webinaire aussi. C'est des grandes catégories que je vous propose ici, mais évidemment, il y a d'autres choses. La première, c'est ce qu'on appelle la surcharge de responsabilité. Parce que quand on est aidant, eh ben, on n'est pas que aidant. On accompagne les personnes, mais on est aussi parent, on est aussi conjoint, on est aussi salarié. Et donc, toutes ces responsabilités et toute la charge mentale, cognitive qui est associée, toutes les tâches que nous devons faire en lien avec ces responsabilités, eh ben, ça crée une forme de surchauffe qui peut être analysée par notre cerveau comme un danger et donc enclencher ce mécanisme du stress. J'aime bien donner cet exemple de la bouteille d'eau d'1 litre dans laquelle on essaye de faire rentrer 1,5 litre. Bah, voilà, vous l'avez bien à l'esprit, hein, ça rentre pas. Donc le cerveau, c'est un petit peu la même chose. Imaginez que votre cerveau, c'est une bouteille d'1 litre. Et puis avec toutes les responsabilités qui sont les nôtres, vous essayez de faire rentrer 1,5 litre. Bah, ça déborde, hein, c'est sûr. Donc, votre cerveau, il analyse ce débordement de charge et de responsabilité comme une menace, comme quelque chose de dangereux. Et donc, c'est pour ça qu'il enclenche ce mécanisme du stress à ce moment-là. Donc, voilà, ça peut être une source de stress d'avoir toutes ces responsabilités en même temps. Vous avez aussi, en tant qu'aidant, des facteurs de stress qui sont liés à la fatigue physique et émotionnelle, parce que quand on aide les personnes, bah, potentiellement, on fait 15 000 allers-retours dans la journée entre les administrations, les médicaments. On peut aussi aider physiquement la personne qu'on accompagne à se déplacer, à se laver, à manger, on fait le ménage, enfin, on fait plein de choses. Et donc ça, physiquement, ça épuise parce que ça s'accumule avec toutes les autres choses qu'on a à faire dans notre journée. Et puis il y a aussi la fatigue émotionnelle qui est liée au soutien permanent, à l'inquiétude qu'on peut avoir à s'occuper de l'autre. Donc ça génère du stress. Il y a aussi ce qu'on appelle l'isolement social, parce que quand on aide les autres, quand on est aidant, eh ben souvent on a moins le temps de voir notre famille, de voir nos autres amis. Et il ne faut pas se le cacher, quand on est aidant, souvent les gens nous appellent moins. Parce que ben, ils savent qu'on est occupé et qu'on n'a pas le temps, donc ils veulent pas nous déranger. Et donc, progressivement, on peut s'isoler, ce qui est analysé par notre cerveau, encore une fois, comme un danger. Et si je reviens aux origines de tout ça, hein, à l'époque de Cro-Magnon, l'homme ou la femme qui était isolé du groupe ne pouvait pas survivre. Et ça fonctionne encore aujourd'hui comme ça. L'isolement social est une source de stress et enclenche ce mécanisme, hein, de survie dans notre corps.
Vous avez aussi des facteurs de stress qui sont liés au manque de reconnaissance, parce que quand on est aidant, souvent, ben, on se plaint pas trop, et les gens savent pas forcément tout ce qu'on fait. Donc cette sensation de ne pas être reconnu dans tout ce qu'on fait, ça peut être source de stress également. Vous avez aussi ce qu'on appelle le stress organisationnel. Ça découle un peu de cette surcharge de responsabilité, toutes ces tâches qu'on a à faire, aller chercher les médicaments, aider pour la nourriture, pour le ménage, pour les soins, pour l'administratif, etc. Encore une fois, ça, c'est toute cette organisation qui peut être source de stress. Vous avez aussi le manque de temps pour soi. On a moins le temps de faire du sport, de vivre des moments joyeux parce qu'on est débordé par tout ce qu'on a à faire. Ça aussi, c'est source de stress. On peut aussi avoir des difficultés financières à gérer, gérer les budgets, gérer les remboursements, enfin toutes ces choses-là, quand on maîtrise pas forcément, ça peut être source de stress. Et puis un sujet qui est un petit peu plus difficile à aborder, qui est la crainte de l'avenir. Donc ça, c'est beaucoup d'émotions aussi. C'est avoir peur que la santé, qu'elle soit mentale ou physique de la personne que j'aide, s'aggrave. Évoquer aussi la mort, c'est des choses qui sont difficiles aussi à anticiper et qui peuvent être source de stress quand on n'arrive pas aussi à les réguler. Donc voilà, peut-être que certaines de ces choses-là résonnent en vous et que vous vous êtes reconnu. Et donc, voilà ce type de facteur de stress que l'on peut rencontrer quand on est aidant professionnel ou non. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors, les scientifiques nous ont beaucoup aidés sur ces sujets-là. Parce que ils se sont posé la question de savoir, dans nos modes modernes, qu'est-ce qui stresse les hommes et les femmes d'aujourd'hui? Et ils en sont arrivés à la conclusion qu'il existe une recette du stress. Et pour cela, il y a un acronyme qui nous permet de nous en souvenir. Donc, je vous invite à vous en souvenir. C'est de se dire que le stress, c'est du ciné, mais ce n'est pas du cinéma. Alors, c'est avec un ton d'humour évidemment que je dis ça. Ce que les scientifiques ont découvert, c'est que toutes les situations que l'on vit comme stressantes et qui enclenchent ce mécanisme biologique du stress et donc la production notamment de cortisol dans le corps, toutes ces situations, elles revêtent au moins une des caractéristiques du ciné. Alors évidemment, quand elles en ont plusieurs, on a encore plus de chances pour que ce mécanisme du stress s'enclenche. Et alors, quelles sont-elles ces caractéristiques? La première, c'est le C de mon ciné, c'est lorsque j'ai l'impression de manquer de contrôle sur la situation que je vis. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est l'imprévisibilité. Donc c'est quelque chose que je vis, que j'ai pas vu venir, que j'ai pas prévu. Par exemple, la personne que j'accompagne, elle m'appelle en catastrophe, elle est tombée chez elle. Bon bah ça, c'était pas prévu, donc je dois quitter mon travail au moment où j'y suis et y aller. Donc voilà, ça peut être source de stress. Le N de mon ciné, c'est la nouveauté. Lorsque je vis des situations nouvelles que je sais pas faire, que j'ai pas appris. Alors il y a des personnes qui adorent la nouveauté, c'est ça qui les motive, mais il y en a d'autres pour qui ça peut être compliqué. Donc la nouveauté peut être génératrice de stress. Et puis le E de mon ciné, c'est l'ego menacé. Alors l'ego menacé, c'est la remise en cause de mes capacités, de mes compétences, que ça vienne de l'extérieur, quand les gens critiquent la façon dont j'accompagne les gens, dont je critique la façon dont je réalise ma mission d'aidant. Mais ça peut venir aussi de moi-même, quand moi-même je me dis je suis nulle, j'y arrive pas, c'est trop dur, etc. Donc voilà les caractéristiques de la recette de stress. Alors, comment est-ce qu'on l'utilise pour apprendre à réguler son stress? Alors, je vous disais tout à l'heure de tenir ce petit journal des signes du stress et donc de la même façon, je vous propose de le faire sur une semaine, de tenir ce petit journal pour connaître votre propre recette du stress, parce qu'on est tous différents. Il y a certaines choses qui s'activent chez nous, mais chez les autres peut-être pas. Donc, ce qui est important, c'est de savoir c'est quoi l'ingrédient du stress qui s'active chez moi pour pouvoir ensuite travailler plus efficacement dessus et abaisser la réaction de stress. Donc, pendant une semaine, je vous invite à être attentif évidemment à vos signes de stress et chaque jour de vous poser la question, est-ce que quelque chose de stressant s'est produit aujourd'hui? Et de lister les événements sans jugement, tout simplement, de façon très factuelle, de se dire, bah, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui qui m'a donné mal au ventre, qui m'a contracté les épaules, voilà, pour que vous puissiez la lister.
Et puis, une fois que vous avez listé tout ça, c'est de se dire, bah, pour chaque événement, quel était le ou les ingrédients du ciné qui se sont activés. Et donc, de simplement entourer le petit c, le i, le n ou le e. Et à la fin de la semaine, bah, vous faites le calcul, vous additionnez tout ça et vous regardez bah, quel est l'ingrédient le plus prégnant chez vous. Est-ce que c'est le contrôle? Est-ce que c'est l'imprévisibilité, la nouveauté, l'ego menacé? Alors peut-être vous en avez deux ex aequo, hein, et dans ce cas-là, c'est sur ces deux-là qu'il faudra travailler. Mais l'idée, voilà, c'est de prendre conscience que bah, moi, je suis plus réactif à la nouveauté ou à l'imprévisibilité pour ensuite développer des stratégies pour bah, apaiser cet ingrédient de ma recette de stress. Alors, je vous propose ici quelques petites actions à mettre en œuvre en fonction de votre sensibilité à l'une ou l'autre hein, de ces petites caractéristiques de vos stresseurs. Si vous êtes particulièrement sensible au manque de contrôle sur la situation, sur les situations que vous vivez, eh bien, je vous invite à être attentif à ce qui relève de votre zone de contrôle ou d'influence, c'est-à-dire qu'est-ce qui relève de moi, et à l'inverse d'admettre et d'accueillir le fait qu'il y a des choses qui ne relèvent pas de moi et que donc je dois simplement les accepter telles qu'elles sont et être plutôt à consacrer toute mon énergie sur ce qui relève de mon propre pouvoir, mes émotions, mes compétences, mes relations aux autres, mon organisation. Et c'est plutôt sur ça que je dois agir plutôt que consacrer mon énergie sur quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. Pour le contrôle faible, vous avez aussi intérêt à développer votre capacité à dire non. Alors, c'est pas forcément dire non à tout, c'est simplement non pas comme ça ou non pas maintenant pour être dans la capacité d'écouter ses propres besoins. Sinon, si vous écoutez que les besoins des autres, au bout d'un moment, vous serez plus capable d'y répondre. Donc voilà pour le contrôle faible. Pour l'imprévisibilité, donc c'est quand je vis des choses qui sont pas prévues et du coup je me mets dans tous mes états quand ça arrive. Ce qui est intéressant ici, c'est d'apprendre à revenir dans l'instant présent, d'être dans l'accueil de ces émotions. Les émotions, encore une fois, sont des messagers qui ne durent pas toute la vie. Nous ne sommes pas en colère pendant un mois non-stop, 24 heures sur 24. Les émotions, ça a vocation à durer que quelques minutes. Donc prenez le temps de respirer, accueillez cette émotion, laissez-la partir et ensuite vous serez à nouveau capable de reconnecter cette magique zone du cortex à l'avant du cerveau et être capable de retrouver des bonnes solutions pour les situations que vous vivez. Et puis évidemment, quand on a des difficultés avec l'imprévu, bah, c'est de se préparer à ces imprévus-là, d'essayer d'anticiper, de mettre les numéros d'urgence sur le frigo, de préparer les personnes à qui contacter en cas d'urgence, etc. En tout cas, d'essayer d'anticiper au maximum pour que ces imprévus n'en soient plus. Si c'est la nouveauté qui s'active principalement chez vous, l'idée, c'est évidemment de faire que les choses soient un peu moins nouvelles, donc développer vos compétences émotionnelles, ça pourrait être une idée, mais aussi des compétences dans le soin, dans le relationnel, etc., dans l'aide. Il y a des formations sur ça, pour que tout ça devienne un petit peu plus facile et un peu plus connu et que notre mécanisme de stress ne s'active pas. Et aussi, évidemment, on le dit beaucoup, c'est pas simple mais oser demander de l'aide pour que les choses soient moins difficiles pour nous. Et enfin, si c'est l'ego menacé qui s'active chez vous, c'est évidemment en lien avec la confiance en soi. Et donc là, je vous propose quelque chose d'assez facile à mettre en œuvre, c'est ce qu'on appelle les 3 kiffs par jour. Parce que figurez-vous que notre cerveau, et vous en avez sans doute entendu parler, est soumis à ce qu'on appelle le biais de négativité. Je le disais, notre cerveau, son job principal, c'est de déterminer qu'est-ce qui est dangereux pour nous. Donc lui, son job, c'est de plutôt voir ce qui ne va pas. Euh, donc l'idée, c'est à l'inverse d'entraîner notre cerveau à voir ce qui va bien. Et donc, je vous invite à pratiquer donc, ces 3 kiffs par jour. C'est simplement de noter à la fin de chaque journée les 3 choses qui se sont bien passées, qui vous ont amené un sourire, de la joie. Et donc, soit vous les notez sur un petit papier, certains les mettent dans une jarre, d'autres l'écrivent sur un petit carnet, peu importe. C'est de l'entraînement mental pour que votre cerveau s'habitue à voir le positif et non pas le négatif. Et puis évidemment, valoriser ses réussites, même les toutes petites, c'est vraiment important. C'est aussi de l'entraînement au positif. Donc voilà, ça c'est des exemples de stratégies pour pouvoir apaiser ces critères de stress qui activent notre mécanisme, hein, notre cœur, nos poumons, etc. Alors une fois qu'on a dit ça,
j'avais envie de vous proposer des techniques flash de régulation du stress justement pour apaiser ce mécanisme de stress qui s'est mis en place malgré vous, je le rappelle encore une fois. Malgré vous, pourquoi? Parce que c'est votre système nerveux autonome, il porte bien son nom, celui-là, qui agit pour votre survie. C'est l'arme qui est là pour vous aider. Et dans ce système nerveux, vous avez deux branches. Vous avez une branche sympathique, là c'est plutôt l'accélérateur quand on est stressé, et la branche parasympathique qui est plutôt le frein. Et donc tout ça, nous dans la journée, on alterne entre chacun de ces systèmes, un peu de sympathique et un peu de parasympathique, plusieurs fois dans la journée. Et quand on est trop stressé, ben on est plutôt tout le temps sur le sympathique avec cet objectif de survie. Alors, l'idée ici, c'est de réguler ce système nerveux autonome. Alors, comment on fait ça? Grâce à la respiration. Alors, je sais, tout le monde me dira oui, oui, je sais, quand je suis stressée, on m'a dit qu'il fallait respirer. Donc ça, tout le monde est bien au courant. Mais par contre, personne ne sait vraiment comment ça marche et pourquoi il faut respirer quand on est stressé. Alors, c'est très mécanique et je vais vous l'expliquer très simplement. Quand on inspire, on accélère le cœur. C'est mécanique. Quand on expire, on ralentit le cœur. Donc, toute la journée, quand j'inspire et quand j'expire, je fais cette petite courbe que vous connaissez bien au niveau du cœur, la fréquence cardiaque, où j'alterne des battements rapides et des battements lents dans mon cœur. Et je vous disais tout à l'heure, quand on est stressé, le cœur, il bat tout le temps très vite. Donc l'idée, c'est simplement de ralentir le cœur. Et vous l'avez compris, quand j'expire, je ralentis mécaniquement mon cœur. Donc la respiration, les poumons, c'est le seul organe sur lequel vous avez un pouvoir d'action. Vous ne pouvez pas décider d'allumer ou d'éteindre votre cerveau ou d'allumer ou d'éteindre votre cœur le matin quand vous vous réveillez. Par contre, vous pouvez décider de respirer vite ou de respirer beaucoup plus lentement. Et donc, je vais vous proposer deux petits exercices de respiration pour justement ralentir votre cœur et envoyer un message à votre système nerveux pour lui dire, il n'y a pas de danger, ce n'est pas la peine d'envoyer tout le mécanisme du stress et tout ça, tu peux ralentir la machine. Ce premier exercice, il est assez simple par rapport à ce que je viens de vous expliquer, c'est de rallonger votre expiration par rapport à l'inspire. Parce que plus j'expire et plus je ralentis mon cœur. Donc là, l'idée, ce que je vous propose ici, c'est d'inspirer sur 3. Vous inspirez par le nez sur 3. Et puis vous expirez sur 6 avec la bouche, comme si vous pouviez avoir une petite paille, je dirais, comme si vous deviez souffler tout doucement. Donc inspirez. 1, 2, 3 et expirez sur 6. Alors, vous pouvez le faire plusieurs fois. Évidemment, c'est à adapter. Là, je vous ai proposé du 3-6, mais si on n'est pas habitué à respirer, et c'est souvent le cas parce qu'on est souvent un peu en apnée toute la semaine, vous pouvez ajuster le temps et faire du 2-4 ou du 1-2 au départ, et puis allonger progressivement au fur et à mesure que vous vous habituez à faire cet exercice-là, pour arriver sur du 3-6 avec un allongement de l'expire vraiment très efficace. Alors ça, c'est quelque chose à utiliser donc quand on sent que le cœur s'emballe, quand on sent que le mécanisme du stress arrive. Et pour autant, j'ai envie de vous dire, ne l'utilisez pas pour la première fois face à un stress très très aigu, parce que malheureusement, ça ne marchera pas. C'est un peu comme de se retrouver à nager dans une mer déchaînée alors que vous ne savez pas nager du tout. Ben, si vous avez appris à nager au préalable, même dans une piscine un peu chauffée, vous saurez sans doute mieux vous en sortir dans une mer déchaînée. Donc la respiration, c'est exactement la même chose. Entraînez-vous d'abord à respirer sur des petites contrariétés de la vie et vous verrez que cet exercice, vous le maîtriserez beaucoup mieux ensuite pour l'utiliser quand vous en aurez vraiment, vraiment besoin. Donc voilà le premier exercice que je vous propose pour allonger l'expiration. Le troisième exercice, c'est ce qu'on appelle la respiration carrée, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et donc là, l'idée ici, c'est d'équilibrer l'inspire et l'expire. Et donc, l'idée, c'est d'inspirer sur 4, de bloquer votre respiration sur 4, poumon plein, et puis d'expirer sur 4 ensuite, et puis ensuite de bloquer votre respiration poumon vide sur 4. Donc, inspirez, bloquez, expirez, bloquez.
Donc là, encore une fois, c'est un exercice que vous pouvez adapter à votre capacité respiratoire. Là, je vous propose du 4-4, mais vous pouvez faire du 3-3 ou du 2-2, c'est selon vos capacités. Et puis progressivement, vous augmentez votre capacité respiratoire. Cette respiration carrée vous permet de revenir à l'équilibre, de se reconstruire, de se reposer. Et donc, c'est vraiment intéressant à utiliser quand on est stressé. Donc voilà, ces petits outils de régulation flash, encore une fois, s'entraîner d'abord et ne pas l'utiliser pour la première fois en situation de stress parce que malheureusement, ça risque de pas marcher. Donc c'est quelque chose qu'on doit intégrer dans notre quotidien. Maintenant que vous avez ces petites techniques flash, que vous avez compris comment fonctionnait le mécanisme du stress, ce qui se passait dans votre corps, eh bien l'idée c'est aussi d'apprendre à réguler son stress sur le long terme, de pas le faire que comme un extincteur de feu finalement. C'est de développer, vous vous rappelez cette petite courbe que je vous ai montrée au début du webinaire, hein, cette courbe de stress, c'est d'augmenter cette zone de résilience au stress en adoptant des habitudes de vie qui nous permettent de développer cette capacité de résilience et d'adaptation aux difficultés de la vie. Alors, la première chose que j'ai envie de vous proposer, c'est la cohérence cardiaque, qui ressemble un petit peu à l'exercice de respiration carrée que je vous ai indiqué juste avant. Donc, la postologie pour la cohérence cardiaque, hein, c'est d'inspirer sur 5 secondes et d'expirer sur 5 secondes, et ça pendant 5 minutes, idéalement 3 fois par jour. Alors, vous avez une petite application qui s'affiche à droite de votre écran qui s'appelle Respirelax, qui est gratuite hein, et qu'on trouve sur tous les smartphones. Et c'est une petite bulle qui monte sur 5 et qui descend sur 5 et que vous avez tout simplement à suivre pour pratiquer votre cohérence cardiaque. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, la cohérence cardiaque, à quoi ça sert? La cohérence cardiaque, ça vous permet, donc en respirant comme ça en 5-5, de mettre en cohérence votre cœur et votre respiration. Pourquoi? Pour augmenter votre variabilité cardiaque. Qu'est-ce que c'est que ce gros mot de la variabilité cardiaque? C'est la capacité de notre cœur à battre vite quand c'est nécessaire et à ralentir quand je suis au calme. Vous avez compris tout à l'heure que le mécanisme du stress, c'était mon cœur bat très très vite. Quand je suis stressée. Sauf que votre cœur, il s'épuise quand c'est tout le temps. Et donc, l'idée, c'est d'apprendre à mon cœur à battre rapidement et doucement et à d'être mieux capable de s'adapter face aux situations que l'on vit tous les jours. Donc voilà, ça sert à ça, la cohérence cardiaque. Donc, je vous invite à le faire régulièrement. Encore une fois, c'est comme les autres respirations. On ne le fait pas la première fois quand on est stressé. On l'intègre dans son hygiène de vie, un peu comme se laver les dents, quoi, finalement. Donc, essayez déjà de le faire au moins une fois par jour au début, et puis vous verrez le bien-être que ça vous procure appellera sans doute à ce que vous le fassiez plus régulièrement dans votre journée. Un cinquième outil pour apprendre à réguler son stress au quotidien, et c'est aussi en lien avec ce mécanisme du stress que vous avez compris, hein, c'est que le stress, ça crée de l'énergie. J'ai parlé en début de ce webinaire du glucose, et donc cette énergie, il faut la libérer régulièrement parce que malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus trop de mammouths contre qui courir ni combattre. Et puis, on peut difficilement se mettre à hurler et à sauter partout quand on est trop stressé. Donc, il faut trouver un peu des techniques pour pouvoir se libérer de cette énergie. Et ça passe nécessairement par le mouvement. Donc, je vous invite à bouger d'une façon ou d'une autre, à marcher, à rire, à chanter. Il y a des micros de karaoké qui fonctionnent très bien pour ça. Vous pouvez chanter dans votre salon, c'est génial pour se libérer de l'énergie. C'est s'étirer, c'est danser, faire une activité physique, du sport idéalement. Et ça, c'est pas une fois par mois, hein, c'est tous les jours qu'il faut pratiquer ce mouvement pour se libérer de cette énergie qui est fabriquée constamment parce que nos facteurs de stress, je le disais au début, s'accumulent les uns aux autres et donc ont tendance à fabriquer ce glucose dans notre corps qu'il faut nécessairement évacuer pour ne pas abîmer nos organes et notre corps. Et puis, le dernier outil que j'ai envie de vous proposer pour apprendre justement à réguler votre stress sur le long terme, c'est de cultiver la sécurité à l'intérieur de vous. Alors comment on fait ça et à quoi ça sert? C'est parce que cette notion de sécurité, se sentir en sécurité, se sentir bien, ça permet d'envoyer des messages. Encore une fois, à votre système nerveux autonome, celui qui commande hein, les chevaux là pour dire allons-y, c'est parti, accélère le cœur, etc. Il y a un danger.
eh bien, il faut lui envoyer des messages de ressenti à ce système nerveux autonome pour qu'il ressente la joie, le bonheur, le bien-être. Et ça, donc, il faut le cultiver. Alors, comment on fait ça? On essaye de trouver les ressources qui sont les nôtres. Ça dépend de chaque personne. Ça peut être l'odeur du café le matin, la lumière dans les arbres, un matin d'hiver hein, avec la brume. C'est magnifique. En tout cas, s'arrêter sur ces choses-là, marcher dans la nature, faire des pauses dans la journée. On se rend compte souvent en fin de journée qu'on était en apnée, qu'on n'a pas pris le temps de manger, qu'on n'a même pas, ou si on a mangé, on n'a même pas réalisé qu'on était en train de mastiquer, on sait même plus ce qu'on a mangé le midi. Donc prenez le temps d'être, je dirais, dans vos pieds, d'être dans l'instant, de profiter, de prendre du temps pour vous. Il y a la zoothérapie qui marche bien aussi, c'est faire des câlins aux animaux. Les chats, avec leur ronronnement, ça fonctionne super bien. La câlinothérapie aussi, faites des câlins à vos proches, ça aide beaucoup à réguler son stress dans le quotidien. Donc c'est quelques minutes par jour, hein, mais tous les jours d'essayer de cultiver ce beau, ce bien-être pour envoyer ces messages à votre système nerveux autonome. Donc voilà, j'en ai fini de tous ces conseils que j'avais envie de vous proposer pour apprendre à réguler votre stress dans votre quotidien. Et avant de clôturer, j'avais envie de faire un petit point d'appropriation pour rappeler ce petit message que j'avais passé au début sur prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. Et donc, je vous invite peut-être à partager dans le chat avec nous tous ou peut-être l'écrire sur une petite feuille si vous voulez le garder pour vous et de vous poser cette question. Qu'est-ce que je fais dans mon quotidien déjà que j'ai envie de garder et donc de le noter? Qu'est-ce que je fais déjà mais que je pourrais peut-être améliorer dans mon quotidien par rapport à ce qu'on a vu dans le webinaire aujourd'hui? Ou qu'est-ce que j'ai décidé de commencer à faire tout de suite après ce webinaire? Ou alors à l'inverse, quelles pratiques, quelles habitudes j'avais et que j'ai compris que je devais arrêter. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que ce webinaire vous a plu. Grand merci, Christelle, toujours pour ton énergie et ta luminosité dans ton exposé et en ta personne. C'est toujours très appréciable. Merci beaucoup. Merci Christelle, merci Justine, merci à vous d'avoir été présent à ce webinaire.